Alors, je vais laisser simplement chacun se présenter. On va commencer par Maria Teresa Zappia, qui est donc au centre, un peu plus sur la gauche, qui est Chief Investment Officer chez Blue Orchard. Merci Maria Teresa. Nous avons ensuite Pierre Carpentier. Ce n'est pas tout à fait dans l'ordre où ils sont installés, mais bon, on essaye de s'adapter. Pierre Carpentier est Investment Director, donc directeur d'investissement chez Investisseurs et Partenaires, et à ce titre co-organisateur de la conférence d'aujourd'hui. Merci Pierre. Nous avons ensuite Bart Out, qui est juste à côté de Pierre, Bart Out Van Singeland, qui est Managing Partner chez XSML Capital. Merci Bart Out. Christophe Pauline, qui est le deuxième sur ma droite, qui est Head of Sustainable Development chez Schneider Electric, et donc à ce titre un corporate investor. Merci Christophe. Et Olivier Deguerre, qu'on ne présente plus, je crois, Chairman and Chief Executive Officer de Fitrust Partenaires. Merci Olivier. Alors, pour lancer le débat, on a eu dans le précédent panel une définition de ce qu'est le capital investment. Je vais laisser chacun se présenter la politique d'investissement de votre fonds et également peut-être nous donner par des exemples très concrets ce que vous qualifiez d'impact investment et comment vous le mesurez. On s'est entendus tous pour être le plus concret possible, éviter les généralités et illustrer par des exemples. Maria Teresa, vous voulez commencer? Oui. Bonjour à tout le monde. Je suis le Chief Investment Officer de Blue Orchard. Et en effet, deux mots sur la société. Dès qu'on parle d'impact investing, on est quand même dans la première ligne parce qu'on a commencé, la société de gestion a commencé en 2001. Et en effet, c'est une société de gestion qui est spécialisée en dette privée, surtout dans la microfinance. Donc, on parlait dans la session d'ouverture avec Michel Severino du track record d'impact investing. Si on parle de ça, on a plus de 15 ans d'expérience dans la microfinance et impact investing plus en général. On a aujourd'hui un actif sous gestion d'1 milliard et en effet, il inclut aussi c'est ce qu'on appelle advisory services. Et on a une équipe qui est basée à Nairobi, qui est très engagée sur, dans la partie, of course, du portefeuille en Afrique. Et aujourd'hui, pour vous dire, on a un portefeuille en Afrique de 70 millions de dollars, avec dans 10 pays différents et avec une vingtaine d'intermédiaires financiers avec qui on travaille. Quand on parle d'impact investing, très souvent, on dit que la microfinance est une partie, mais peut-être avec du track record, pas nécessairement avec assez d'impact. Je trouve, on pourrait discuter sur ça, mais plus important, c'est vrai que même des sociétés comme Blue Orchard, on a commencé vraiment à développer des fonds beaucoup plus thématiques. Et par exemple, dans la dernière année, on a gagné 2 mandats, un qui est spécifique sur Afrique éducation, toujours à travers les intermédiaires financiers, et un autre qui est global sur climate insurance. Donc à nouveau, je dirais que la microfinance quand même est assez, disons, c'est un peu comme un seed investor de impact investing. Et comment on mesure l'impact? J'ai entendu les panels juste avant nous qui disaient combien d'indicateurs et tout. Nous, on a, comme disons presque toutes les sociétés, développé une notation d'impact assez précise à l'interne. Et c'est un processus qui est qui fait partie de notre processus d'investissement. En même temps, je dois dire que, par exemple, dans les nouveaux fonds qu'on vient de gérer, ça s'appelle Regional Education Fund for Africa, on a quand même plein de sujets et des discussions par rapport à ça. Parce qu'on peut avoir tous les indicateurs du monde, on peut se lancer, disons, dans soit 33 ou 20 indicateurs, mais déjà, on trouve qu'il y a des difficultés pour changer les maillets
des intermédiaires financiers avec qui on travaille. Donc, pour vous dire, je pense que l'impact est important, mais il faut être très très concret par rapport à l'implémentation. On ne veut pas que les institutions avec qui on travaille vont mesurer l'impact et pas faire le reste du travail. Donc, quand nous on parle d'impact, on se réfère plus spécifiquement en tant que Blue Orchard à combien de personnes on a servi, donc de petits entrepreneurs, leurs familles, ça fait 30 millions. 250 institutions ou intermédiaires financiers dans le monde qu'on a financés dans 60 pays. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'impact en 3 mots, 3 chiffres assez disons, speaks for itself. Absolument. Merci Maria Teresa. Pierre Carpentier, on a eu une présentation d'investisseurs et partenaires, donc peut-être que vous pourriez rentrer dans l'illustration d'un exemple et comment vous avez mesuré l'impact de votre investissement. Enfin, vous avez une longue expérience en Afrique déjà. Ok, merci. Oui, effectivement, sans revenir sur la présentation détaillée d'IEP, peut-être rappeler quand même ce qui caractérise IEP, c'est notre positionnement sur le missing middle, sur vraiment la PME qui recherche des financements en start-up, puisqu'on continue à investir assez régulièrement dans les projets de start-up ou en développement, et sur des opérations, aujourd'hui encore en moyenne, sur le nouveau fonds IPAE, qui sont inférieurs aux millions d'euros. Et sur ce segment-là, on a vu évoluer, je crois, le marché depuis une quinzaine d'années que l'on travaille, donc sans perdre notre vocation d'investisseur d'impact. On voit émerger de plus en plus des entreprises plus matures qui ont déjà fait un bout de chemin seules, en s'autofinançant, qui sont prêtes de plus en plus aujourd'hui à s'ouvrir, à ouvrir leur capital à des investisseurs, ce qui est aussi quelque chose qui n'était pas aussi évident que ça il y a 10-15 ans, et qui, par l'expérience, par les retours d'expérience positifs que l'on voit aujourd'hui sur la manière dont les investisseurs se comportent, les impact investors se comportent, gagnent en confiance. Alors, et puis également une évolution peut-être sur le plan sectoriel. On a beaucoup investi, on a un gros portefeuille dans le secteur financier, notamment de la microfinance. On a assez rapidement investi dans le secteur de la santé, de l'agri et l'agro. Et puis on voit aujourd'hui des sociétés de services implantées localement avec un impact notamment sur la création d'emplois, sur des débouchés pour des jeunes bien formés qui ont du mal à trouver du travail sur le marché de l'emploi, et qui se développent et qui apportent des solutions locales à des marchés qui étaient souvent dédiés à des entreprises étrangères. Donc on a vu ce marché évoluer et avec une soixantaine maintenant d'investissements, une quinzaine de pays dans lesquels on est, l'impact, on peut l'étudier nous aussi sur la base du track record que l'on a. Donc on a une partie du travail aussi déjà d'une base de track record qui a été alimentée depuis des années. Et on a donc effectivement un certain nombre d'éléments de reporting sur l'impact, mais on travaille de plus en plus aujourd'hui avec les entreprises sur des plans d'action avec elles qui les amènent à progresser sur leurs pratiques avec l'ensemble des parties prenantes, au premier chef le personnel, les équipes, mais également vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes et évidemment aussi sur le plan environnemental quand il y a un sujet particulier. Donc on va élaborer assez en amont dans nos investissements ces plans d'action, on va les accompagner et on va les suivre et les faire évoluer. Donc on est aussi dans une logique d'amélioration. On ne se contente pas de prendre des photographies instantanées des indicateurs, mais évidemment on se donne des objectifs et on regarde les écarts avec les objectifs qu'on s'était fixés en termes d'impact. Et puis, enfin, on a un exercice qui, depuis quelques années, fonctionne très bien, qui consiste à faire une revue complète sur une entreprise de ses impacts, en regardant un peu sur le long terme, et en regardant vraiment à 360 degrés l'ensemble des dimensions d'impact de l'entreprise sur son environnement et ses parties prenantes.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois évidemment utile pour l'entreprise, mais c'est également des leçons, des bonnes pratiques que l'on tire qui nous permettent ensuite de pouvoir les implanter le cas échéant ailleurs, ou d'être apprenants nous-mêmes, parce qu'il faut reconnaître que c'est des choses que l'on théorise parfois un petit peu facilement, sur lesquelles on peut essayer de mettre en place des outils, mais il n'y a rien de mieux que la pratique finalement pour arriver à véritablement mesurer et optimiser ces éléments d'impact. Merci Pierre. Barthout, vous voulez continuer pour parler de votre politique d'investissement également? Oui, s'il vous plaît. On travaille en RDC et en République centrafricaine. Alors on fait des investissements dans des PME avec un portefeuille de 26 entreprises maintenant, par tous les secteurs, de l'éducation jusqu'au transport, télécommunications, etc. On est là depuis 4 ans avec des équipes locales en Kinshasa et à Bangui, Centrafrique. Notre stratégie d'investissement, c'est on fait des investissements comme actionnaires et dans la dette. Alors c'est mezzanine. Et nous croyons que ça nous donne l'opportunité de travailler ensemble avec les entreprises. Ils ont besoin de capital. Ce qu'on voit dans le marché, c'est que les banques ne fonctionnent toujours avec pour toutes les nécessités des entreprises. Alors on a un rôle là-bas. Et si je vois l'impact que nous avons, je crois qu'en Afrique, il y a différents pays dans différentes sortes de développement. Et ce qu'on voit en RDC plutôt, c'est qu'il y a un manque d'accès dans différents produits, différents services. Et pour nous, d'abord, c'est vraiment d'être capable, que les entreprises sont capables de donner accès à des services. Et puis, si l'entreprise fonctionne bien et il y a une croissance, ça donne finalement aussi une croissance dans les gens qui sont embauchés. Alors nous voyons l'impact plutôt, on fait les choses qu'il faut faire pour que ça soit bien équipé, que ça peut faire la croissance, et le résultat, ce sont les gens embauchés et les autres mesures d'impact. Vous nous avez décrit un exemple qui était très intéressant. Oui. Alors, on a déjà parlé de Gin et de Iris. On fait ça chaque année. On ne peut pas le faire beaucoup plus parce que ça donne trop de boulot pour les entreprises et pour nous. Alors chaque fois, chaque année, on prend une vingtaine de mesures. Et comme un exemple de la pratique, on a investi ça fait 2-3 ans qu'on a investi dans une clinique à Kinshasa. Ils étaient avec un chiffre d'affaires de $300 000 à cette époque. On a investi maintenant presque $800 000. Ils ont bâti une nouvelle clinique qui a été ouverte, c'était en octobre. On est en train de mettre en place une salle opératoire, beaucoup d'autres choses. Et pour eux, ils ont maintenant, sans mettre vraiment en place, avant de mettre en place la nouvelle clinique, ils ont été capables d'une croissance à un revenu de $1,5 million et avec un chiffre de profit qui est beaucoup plus élevé qu'avant. Et ça, si on dit, bon, c'est quoi l'impact? C'est notre investissement. Ce sont beaucoup plus de gens qui sont embauchés. Une clinique qui est là, qui peut donner accès pour beaucoup plus de gens des choses qui ne sont pas faites maintenant en RDC, mais il faut aller en dehors pour faire des opérations, des procédures. Alors ça aide aussi à donner d'accès. Et on a déjà, là on parle d'une taille qui pour une PME est relativement importante, hein, puisqu'on dépasse $1,5 million de dollars. Ouais. Merci beaucoup. Alors Christophe Pauline, là on passe sur les corporates. Vous avez évidemment une notoriété chez Schneider Electric sur l'électrification. En quoi cette politique d'investissement est particulière pour l'impact en Afrique? Merci. Alors, le fonds d'investissement qui a été créé par Schneider Electric en 2009, en fait, est né sous 2 auspices. Le premier, c'est la politique de responsabilité sociale de l'entreprise
qui a lancé à cette époque un grand programme qui va favoriser l'accès à l'électricité. Et ce programme avait la particularité d'être, j'allais dire, multifactoriel, ça pourrait être plus simple. Il y avait un volet formation, un volet produit-équipement et un volet investissement. Et donc ce fonds d'investissement est né dans un but de promouvoir l'accès à l'électricité. Et puis le deuxième facteur qui a contribué à la création de ce fonds, c'est la loi sur l'épargne salariale en France. Et donc ce fonds est aussi le fonds solidaire qui reçoit les investissements des salariés de Schneider Electric dans le cadre de l'épargne salariale solidaire. On n'est pas très gros puisque on a aujourd'hui à peu près 5 millions d'euros sous gestion et on investit pour partie en France dans le solidaire et donc pour partie dans l'accès à l'électricité en Afrique. Des petits tickets autour de entre 100 et 300 000 euros et toujours en minoritaire. Quand on parle d'impact, quand on a démarré en 2010, on est un peu parti la fleur au fusil. On s'est dit, pour nous, l'impact, c'est facile. On fait de l'accès à l'électricité. On va compter le nombre de gens qui ont accès à l'électricité grâce aux entreprises dans lesquelles on a investi. Puis au fur et à mesure qu'on investit, au fur et à mesure qu'on creuse le sujet, on se rend compte que ce n'est pas la même chose d'avoir accès à l'électricité via une lanterne solaire et via un système solaire qui vous permet de faire tourner un frigidaire. On se rend compte qu'on investit dans des entreprises qui vendent des systèmes solaires d'irrigation. Et donc là, commencer à compter les gens qui ont accès à l'électricité devient beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, c'est les gens qui mangent les légumes. Donc on est aujourd'hui dans une phase de réflexion où pour être tout à fait franc, on se cherche encore. Donc on a un critère d'impact qui est assez clair, qui est le nombre de foyers connectés. On est en train de réfléchir sur comment on pourrait intégrer une notion de puissance dans cette mesure d'impact. Et le troisième axe sur lequel on réfléchit, c'est comment on va intégrer la notion d'activité génératrice de revenus qui sont rendus possibles grâce aux sociétés dans lesquelles on a investi. D'accord, donc trois indicateurs de mesure pour ne pas alourdir trop la gestion des entreprises autonomes. Ah, ça, c'est le dernier point. C'est notre leitmotiv, c'est de rester le plus simple possible et de charger le moins possible les entreprises dans lesquelles on a investi, qui sont petites et dont on souhaite que la totalité de leur énergie soit vers le développement. D'accord, merci. Alors, Olivier, pour terminer cette introduction, en quoi la politique d'investissement de FITrust, vous êtes un des initiateurs, on va dire, de ce concept d'impact investment, en quoi est-elle spécifique ? Disons qu'on a démarré en 2005 par une petite fondation pour financer et accompagner les entrepreneurs sociaux. Et on est tombé sur des entrepreneurs sociaux qui avaient un capital et dette, d'où la structuration, à côté de la petite fondation, d'une structure d'investissement qui s'appelle FITrust Partenaires, qui finance et accompagne des entrepreneurs sociaux c'est-à-dire des entreprises qui ont pour une mission de répondre à une problématique sociale et environnementale. On a une attitude très bottom-up par rapport aux projets qui tombent, donc on a vu pas mal de projets venir, notamment d'Afrique, et donc c'est pour ça qu'on a investi dans Investisseurs et Partenaires, en considérant qu'il valait mieux aller avec des professionnels que d'y aller directement nous-mêmes tout seuls depuis Paris. Et on a fait deux co-investissements avec Investisseurs et Partenaires, et nous avons investi et aidé à la structuration du fonds de Schneider Electric, et avec la même logique de dire travailler avec des partenaires. Mais il se trouve qu'on a aussi un certain nombre de projets dans lesquels on a investi en France et qui sont très très actifs, soit dans le domaine de la technologie, soit dans le domaine, je dirais, de la microfinance en Afrique, parce que ils ont développé des stratégies en Afrique. On est petit, comme on a investi aujourd'hui 20 millions d'euros dans une trentaine de projets en Europe, et puis donc on en a 7-8 sur l'Afrique. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur la problématique de l'impact, on a développé des méthodologies propres parce qu'on n'a pas trouvé, on trouvait que tout ce qui existait était trop compliqué. Nous avons refusé de dollariser. On a refusé de dollariser l'impact. Quand quelqu'un retrouve un travail, quel que soit l'endroit, on peut dollariser le fait que ça coûte moins cher à l'État ou à qui que ce soit, mais on ne dollarisera jamais le sourire à ses enfants quand ils l'emmènent à l'école. On a refusé de dollariser l'accompagnement que nous faisions. Nous avons une spécificité, c'est qu'on a 14 anciens dirigeants de grands groupes, de groupes moyens, qui sont notre comité d'investissement, qui investissent. Et quand on leur a dit on va vous passer du temps, parce qu'il passe énormément de temps sur accompagner les projets, on va essayer de quantifier. On a eu un niet total, un refus total. Nous faisons ça pro bono, nous ne voulons pas que vous nous dollarisiez, donc on ne vous dollarise pas. Et puis on a eu une réflexion très intéressante. Il y a 4 ans, notre comité d'investissement, on était en train d'analyser les résultats et d'accompagner les entreprises. Et en plein milieu du comité, on nous a dit,
attendez, mais on a les résultats financiers, mais quels sont les impacts? Et donc on a maintenant un processus où notre comité d'investissement nous oblige, chaque fois qu'on fait une revue d'une entreprise ou d'un portefeuille, qu'on analyse ce qui arrive, on est obligé de regarder l'impact. Et donc la mesure d'impact n'est pas un outil de reporting, c'est devenu un outil stratégique de décision d'investissement, quitte à décider de remettre de l'argent ou de sortir à perte parce qu'on pense que c'est plus intéressant pour l'impact social. Et c'est arrivé tout à fait naturellement, ce n'était pas notre volonté au départ. Et donc on a des investisseurs qui sont venus principalement, ils sont soit institutionnels, soit privés, on a 60% de privés, principalement parce qu'ils veulent que leur argent soit utile et amène un impact, mais ils veulent aussi qu'on gagne de l'argent parce qu'ils disent si on n'y arrive pas, il n'y aura pas plus d'investisseurs dans le domaine. Au nom de vous, ce que je sens. Alors, merci pour la transition, puisqu'on va passer maintenant à la question du fundraising. Donc la levée de fonds, en quel sens la levée de fonds pour de l'impact investment est-elle spécifique? Quelle est la promesse finalement que vous faites à vos limited partners? On va commencer par vous, Maria Teresa. En effet, c'est une transition parfaite parce que quelque part, je pense qu'il y a une thématique de se positionner très importante, de décider comment justement positionner les produits et soi-même comme acteur dans impact investing. Du côté de Blue Orchard, l'expérience c'est qu'on a toujours dit double bottom line, donc on a toujours, si vous voulez, regarder la rentabilité, soit sociale, soit financière, ensemble. Et on s'est engagé aussi beaucoup dans toute la communication de ce que c'est la partie sociale, si vous voulez. Parce que la partie financière, à la fin des comptes, où vous avez un fact sheet, c'est assez direct. Mais justement, on a commencé à s'engager très activement avec des rapports de performance sociale. Et les investisseurs aujourd'hui, je pense, c'est très intéressant. Ça dépend dans les marchés. Il y a des marchés où il y a une claire et nette prédominance de toutes les questions, disons, de performance sociale, même avant de la performance financière. Il y en a d'autres où la performance sociale reste un peu un deuxième plat. Donc je dirais que ça dépend de la culture des différents investisseurs, ça dépend des types d'investisseurs. On a parlé avant de family offices, fondations. C'est clair que ce sont des investisseurs très, très différents des investisseurs institutionnels. Blue Orchard, traditionnellement, a eu une grande capacité de travailler avec les investisseurs institutionnels. Et ce sont deux mondes complètement à part. Donc, c'est très difficile de dire, de le mettre dans les mêmes, disons, baskets. Et la chose qu'on a fait, je dois dire qu'on a fait assez bien chez Blue Orchard, c'est qu'on a structuré des fonds où on a une combinaison d'investisseurs publics et investisseurs privés. Et ça, c'est très important parce qu'en effet, les investisseurs publics, et là, je mettrai par exemple, disons, les Proparco, les banques de développement, c'est ce qu'on a dit avant, on les a appelés comme DFIs, jouent un rôle super important comme catalyseur pour les investisseurs privés. Donc, ils prennent plus de risques, ils sont subordonnés aux investisseurs privés, et donc donnent l'opportunité à des investisseurs que peut-être ne sont pas si expérimentés dans emerging markets et, disons, en général, impact investing, de rentrer dans une asset class qui est tout à fait nouvelle. Donc ça je dois dire que ça a permis d'augmenter la levée des fonds en général pour impact investing, mais surtout d'attirer des investisseurs qui n'étaient pas nécessairement très, disons, doués sur les sujets. Merci. Barthout, alors justement, quand vous vous adressez aux limited partners, dans vos levées de fonds, quel est l'arbitrage que vous faites entre impact et financial return? Oui. Bon, si on voit
l'arbitrage, comme on a vu avant, je crois pour nous, et c'est un peu la situation spécifique en RDC, on ne peut pas faire trop d'arbitrage. Parce qu'il y a un pays qui est dans une base d'économie, et c'est d'abord vraiment aider les entreprises, ou collaborer avec les entreprises pour qu'ils ont une vie après 2 ou 3 ans. Ça veut dire qu'on est vraiment, on a un focus sur la propre gestion des affaires, c'est la gouvernance, c'est la partie financière, toutes les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parfois investir dans une école. On a fait 3 investissements dans les écoles, dans le healthcare, santé, c'est un peu la même chose. Dans les écoles, l'éducation, c'est plus difficile d'être complètement commercial. Alors on fait un arbitrage. Dans la santé, on peut, et ça dépend un peu dans quel domaine on est, quand on est dans des hôpitaux qui sont pour tout le monde, c'est plus difficile, mais quand on fait quelque chose de plus spécifique, on peut avoir la combinaison de returns et d'avoir un impact. Merci. Pierre, même question, hein, chez investisseurs et partenaires. Le fundraising, ça se passe comment? En quoi c'est spécifique? Le fundraising évolue dans le temps. Rappelez que Investisseurs et Partenaires, ça a démarré avec un fundraising totalement privé. Hein, il fallait ouvrir la voie, et c'est quelques aventuriers autour de Patrice Opno qui à l'époque ont fait le premier tour de table. Et puis effectivement, on a, avec notre cible Missing Middle, qui était peu ou pas servi ou difficilement servi par les acteurs de l'investissement, on a assez rapidement pu lever de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels dont c'était la vocation, les bailleurs de fonds classiques et Proparco au premier chef, qui nous ont rapidement accompagnés pour pouvoir adresser cette cible à travers IEP. Et puis sur les dernières levées de fonds, c'était déjà le cas avant, mais de plus en plus, on ouvre autour de notre promesse, comme vous disiez tout à l'heure, on arrive à attirer des investisseurs privés qui regardent l'Afrique avec intérêt, avec questionnement aussi, et qui trouvent à travers IEP un moyen de pouvoir rentrer, c'est pas le seul évidemment, mais ça peut être un moyen de rentrer sur ce continent africain, de le connaître, éventuellement de faire des opérations conjointes de co-investissement. On a quelques belles réussites dans ce domaine-là, et d'accompagner cette évolution de l'entrepreneuriat africain conjointement avec IEP. Très bien. Vous voulez peut-être rajouter un exemple qui vous a paru particulièrement intéressant sur ces 15 ans, finalement? En dehors du sujet même du fundraising? En dehors, oui. Moi, je trouve que ce qui illustre bien, mais j'y ai peut-être aussi pris particulièrement goût, c'est ce qu'on a pu faire dans le domaine de l'agri et l'agro-industrie. C'est un secteur qui est quand même pas évident, donc alors on fait du missing middle en minoritaire, en Afrique, et en plus de ça, on se dit tiens, on va prendre pratiquement le secteur le plus compliqué, qui est d'aller investir dans le domaine agricole. Et on a pas mal d'opérations dans ce domaine-là. Et ce qui est intéressant, c'est que au moins 2 d'entre elles, et puis pour revenir à Madagascar, je pense à une entreprise qui dans le sud de Madagascar, donc dans l'Androy, on est vraiment là dans une zone extrêmement compliquée, identifie des spéculations qui permettent de transformer localement, de produire localement des huiles spéciales pour l'industrie. Donc on est totalement orienté. Ensuite, c'est totalement exporté. L'entreprise s'appelle Phileol. On exporte la totalité de notre production vers l'Europe auprès de quelques clients qui recherchent des produits particuliers et qui veulent revenir d'ailleurs à des huiles naturelles alors qu'ils travaillent beaucoup avec des huiles de synthèse. Donc on a aussi un sujet environnemental derrière. Et en regardant ce projet, en investissant dans ce projet, on a travaillé depuis des années avec les entrepreneurs. Alors il faut évidemment avoir en face de nous des entrepreneurs qui adhèrent complètement, parce que évidemment les entrepreneurs ne viennent pas chercher un impact investor, ils viennent chercher un investisseur d'abord. Puis après ils découvrent qu'ils ont un impact investor en face d'eux. Mais quand on partage une vision de la façon de faire le business, et là c'est le cas sur Phileol, on a pu travailler en se disant on est tourné vers la création de valeur ajoutée locale, essayons de la pousser au maximum. Donc ça c'est un des gros sujets sur lesquels on travaille avec Phileol, mais surtout essayons en amont de structurer une filière.
C'est pas notre job, a priori, c'est pas le métier de l'entreprise de structurer la filière, mais de fait, elle n'y était pas. Alors on aurait pu mécaniser complètement la production, mais le choix a été fait plutôt d'essayer d'avoir une industrie extrêmement inclusive et de faire entrer aujourd'hui un peu plus de 3000 familles que l'on, soit auprès de qui on collecte, soit même auprès que l'on accompagne, avec d'ailleurs quelques subsides de subventions. Donc c'est intéressant, on arrive de plus en plus à mixer une approche privée et puis des bailleurs qui peuvent se positionner sur certains points d'appui. Alors ils subventionnent pas l'entreprise, mais ils subventionnent l'amont pour produire localement. Très bien. Donc, on a finalement de belles expériences dans l'enseignement, dans la santé, dans l'agriculture. Christophe, vous avez une expérience à nous raconter dans le domaine de l'électrification, je suppose. Oui, j'ai pas grand-chose d'autre. Hein. Nous, on était extrêmement... L'une des belles expériences qu'on a aujourd'hui, c'est avec une entreprise qui travaille en Ouganda et qui vend des systèmes solaires individuels. Et c'est une entreprise qui couvre à la fois plusieurs domaines. D'abord, le premier point, et la raison pour laquelle on a investi dans cette entreprise, c'est qu'il y a une vraie technologie. Dans ce matériel-là, on va trouver une vraie intelligence électronique sur des sujets qui sont en fait techniquement très complexes, que peuvent être la charge et la décharge des batteries. Donc il y a une vraie intelligence. Le deuxième facteur de cette entreprise, c'est qu'elle a eu l'intelligence de bâtir dès le départ un partenariat avec un distributeur, enfin un opérateur de téléphonie mobile. Donc on voit apparaître des convergences entre les secteurs de l'énergie et le secteur de la téléphonie mobile qui se concrétisent dans des partenariats entre les entreprises des deux secteurs. Et on voit donc l'entreprise de téléphonie mobile qui va apporter du marketing, qui va faire de la publicité, ce que les startups en énergie n'ont pas encore les moyens de faire, qui va mettre à disposition son réseau commercial, qui est l'un des rares réseaux à atteindre véritablement le client rural. Et en face de ça, l'entreprise énergétique va permettre aux clients de l'opérateur de téléphonie mobile de charger son téléphone portable, qui est une vraie problématique, va générer, de par le paiement des appareils, un trafic SMS, et va permettre de faciliter le déploiement du mobile money en outillant l'ensemble des mobile money agents. Donc on voit apparaître des convergences et des accords dans des domaines qui sont a priori assez divergents et qui sont extrêmement intéressants. Et le troisième point de cette entreprise, c'est que c'est l'un des pionniers du pay-as-you-go. Donc c'est l'une des premières entreprises, loin derrière M-Kopa bien sûr, mais malgré tout, une des premières entreprises à véritablement déployer ce système de financement au fur et à mesure de l'usage d'appareils qui sont encore trop chers pour qu'ils puissent être facilement payés cash par les utilisateurs. Donc on voit sur ce terrain de l'électrification rurale de la technologie véritable, de l'intelligence marketing et de l'intelligence et des innovations financières. Donc tout ça au fin fond de l'Ouganda, et je pense que c'est quand même des choses intéressantes. La prochaine étape, ça va être pour eux de trouver le financement du pay-as-you-go, et ça, c'est la prochaine aventure. Merci. Alors, on a vu qu'on pouvait avoir une approche d'arbitrage en faveur de l'impact quand on choisissait ces investissements, quand on levait des fonds. La promesse est différente. Mais alors, à la sortie, Olivier, comment on peut faire un arbitrage en faveur de l'impact ? Juste avant, je pense un point important sur la sortie qui n'a pas été dit précédemment. J'aime bien le terme d'Acumen qui parle de patient capital. On a démarré il y a 10 ans, donc, structure Fitras Partenaire. Nous avons fait 3 sorties. Je ne suis pas sûr qu'on en fasse 5 dans les 2 ans à venir. Donc l'investissement est beaucoup plus long que ce qu'on pense parce qu'il y a ces objectifs sociaux et donc on ne peut pas uniquement avoir une démarche financière. Donc quand nous rentrons dans un projet, nous discutons toujours avec l'entrepreneur comment on va sortir. Exactement ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Michel Severino. C'est lui qui porte le projet. Si on n'est pas d'accord sur la sortie, voilà. On a eu sur
sur 32 projets, on a eu une faillite en 10 ans. La seule raison de la faillite, il n'y en a qu'une, c'est que nous étions avec 3 autres investisseurs purement financiers qui n'ont regardé que le résultat financier. Et quand il a fallu discuter, dans à peu près 70% des projets qu'on a financés, on a toujours eu des moments où on se demandait si on allait continuer et où il fallait un peu presser le comité d'investissement pour remettre de l'argent. Et les autres investisseurs, on a toujours réussi parce qu'il y avait l'impact social et l'objectif, et que tout le monde s'est dit on ne peut pas laisser tomber ça, il faut continuer, il faut en sortir. Donc je crois que dans l'impact, on ne peut pas se dire en tant qu'investisseur je suis un investisseur impact et à un moment donné de la sortie, je ne raisonne que financier. Donc ça nous oblige à de temps en temps faire des choix. Et on a eu un choix très très concret sur une entreprise, alors c'est pas en Afrique, c'est en Europe, mais ça pourrait parfaitement arriver en Afrique, où l'entreprise se développait à grande vitesse, avait besoin de croître. Tout le monde était d'accord qu'il fallait absolument l'adosser. Et la seule façon de l'adosser, dans tous les choix qu'il y a eu, le choix le meilleur, c'était pas le prix qu'on voulait. Et on a même perdu un peu d'argent. Et il y a eu une unanimité de tous les investisseurs, qui avaient tous la logique sociale, ont tous dit il faut le faire avec eux. Donc je pense qu'il faut de temps en temps accepter de prendre cette décision, et donc c'est un arbitrage entre le financier et le social. C'est pas forcément facile à faire parce qu'on n'a pas tous les éléments en main, notamment ce qui a été dit tout à l'heure, on n'est pas sûr que le successeur va reprendre le flambeau. Donc il faut arriver à bien construire, mais je pense qu'il y a que c'est un vrai arbitrage qu'un impact investisseur doit faire, parce que sinon à quoi ça sert de mesurer l'impact si au moment de la sortie on ne le fait que sur une raison financière. Effectivement, c'est très parlant. On va ouvrir les questions à la salle maintenant, si vous voulez vous présenter. Alors, on a un monsieur là, on va commencer par le 4e rang. Beaucoup de succès en matière de questions. Ouais, je vais vous emprunter un micro que je vais faire tourner dans la salle. Donc on commence par monsieur, vous vous levez, vous vous présentez. Ah. Oui, je me représente Firoz Hadak, Fondation Rothschild. Je vais peut-être mettre un petit pavé dans la mare de la façon suivante. Première chose sur l'aspect fundraising. Comme vous le savez, certaines fondations s'intéressent aujourd'hui au sujet de l'impact investment, et ce qui quelque part pose un problème parce qu'elles doivent, comme nous, préserver une rentabilité sur les programmes existants, l'impact investment étant bien sûr quelque chose comme perçu comme étant peu risqué. Donc ça va être un mouvement assez lent, mais je vois effectivement que certaines fondations comme les nôtres s'intéressent et investissent. Alors le reproche que je peux faire à cet univers dont je fais partie, c'est que le réflexe des fondations, c'est de dire bon, on va investir beaucoup d'argent dans justement la mesure de l'impact. Le panel précédent, notamment venant des États-Unis, semblait beaucoup insister sur ces aspects-là. Et je trouve que par moment, effectivement, passer son temps à voir mille et une formules pour savoir quel serait effectivement le meilleur impact, c'est finalement perdre beaucoup de temps. Perdre beaucoup de temps, c'est aussi, c'est le deuxième argumentaire que je voudrais peut-être mettre en avant. Comme moi, je parle à des entrepreneurs africains, que ce soit à Kinshasa, à Ouagadougou ou à Dakar, très souvent, effectivement, tout ce discours autour de l'impact, eux considèrent que c'est un peu aussi une forme de luxe du Nord qui passe son temps, effectivement, à savoir comment est-ce qu'ils peuvent être les mieux bienveillants, mais que dans beaucoup de pays africains, l'impact, c'est l'emploi, c'est la femme, c'est les transactions financières dont la personne d'Amétis nous a d'ailleurs parlé. Donc voilà, je voudrais juste effectivement... Quelle est votre question ? Donc non, c'est plus un commentaire qu'une question, mais je pense qu'effectivement, le commentaire, j'imagine, suscitera des réactions de la part du panel. Merci. 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 Une question, monsieur ? Il y en a une devant aussi, hein, Jean-Luc. D'accord. Merci. Je suis monsieur Namata Adamou, administrateur de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, BICIC, en Afrique. Et je crois qu'il y a une réflexion à faire entre la corrélation, sur la corrélation entre l'impact financier des investissements et l'impact social. Hein, là, j'ai sauté, j'ai trié comme ça, parce que ça a été largement évoqué par tout le monde. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que les projets, les investissements actuellement doivent viser essentiellement, enfin pas essentiellement, mais en partie, l'emploi des jeunes. Si les jeunes sont sur le carreau, ça crée d'autres problèmes. Moi, je viens d'un pays qui aujourd'hui emploie au phénomène Boko Haram.
Boko Haram, c'est des combattants, des jeunes. Ils ne sont pas venus d'ailleurs, c'est des enfants de la localité à qui on promet, qui sont déscolarisés ou au chômage. Pendant ce temps, il y a des industries qui sont implantées dans leur région, industries pétrolières, etc. Mais comme ils sont laissés à rade, eh bien, ils sont attirés par ceux-là qui leur promettent 500 € de salaire ou un butin, etc. Et voilà, nous avons maintenant un phénomène qui commence à intéresser la planète entière. Ce n'est pas des mercenaires qui sont venus d'ailleurs, c'est des jeunes de la localité. Ça, c'est une des premières réflexions à laquelle je voulais qu'on insiste. La dimension, l'impact social, notamment l'emploi des jeunes pour tous les investissements. Ce matin, on avait parlé aussi de la sauvegarde de l'environnement. Oui, pour les investissements. Nous avons d'autres questions. Nous sommes bien d'accord, hein, c'est très important, mais souvent aussi, il faut quand même des substitutions. Quand vous dites à une population locale, attention, cette espèce végétale ou animale est protégée, n'y touchez pas, alors que c'est de ça qu'elle vit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc les investissements doivent intégrer aussi cette composante compensation. On a parlé des chauves-souris tout à l'heure, quelqu'un avait dit, bon, mais et ces espèces-là, elles sont protégées, comment faire? Bon, on a répondu. Mais si on dit aux gens, ne touchez pas aux chauves-souris alors qu'ils s'en nourrissent, quelle est la compensation? Bon, je crois que je vais m'en arrêter là. C'est toute une série de questions. Je préfère continuer à les approfondir pendant les entretiens qu'on aura au cours du déjeuner. Merci. Monsieur Namata, merci. Donc c'est monsieur, la dernière question que nous allons prendre. Donc nous assistons à une première controverse. Est-ce que l'impact n'est pas un luxe venu du Nord? Et derrière, de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi. Et on a quand même parlé d'emploi hein, sur ce panel et précédemment également. Donc monsieur... Donc, bonjour, Martin Perrier, Edmond Rothschild Private Equity. J'ai une question en fait, qui s'adresse spécifiquement à Christophe Pauline et à Olivier Deguerre. On voit émerger en fait, de plus en plus de corporates qui se positionnent sur l'impact investment et qui montent en fait, leurs propres fonds. Donc, vous en êtes un exemple, mais il y a aussi donc, Danone et Mars, il y a Nespresso aussi qui s'est lancé sur le sujet. Ma question, en fait, c'est on rajoute une couche dans les potentiels conflits d'intérêts ou les alignements d'intérêts dans les investisseurs au niveau de l'impact investment entre le retour sur investissement et la prise en compte des impacts en fait, sociaux et environnementaux. Et dans le cadre des fonds corporate, on rajoute une couche entre le conflit d'intérêts qui peuvent exister entre les différents investisseurs et le corporate qui lui-même se positionne pour différentes raisons, soit parce que derrière, il cherche à faire une sorte de fonds d'innovation, soit parce qu'il souhaite promouvoir une démarche, on va dire, de communication autour de ces actions. Donc je serais intéressé que vous partagiez avec l'auditoire la réflexion et les arbitrages que vous avez fait justement dans ce partenariat que vous avez mené sur la gestion de ces potentiels conflits d'intérêts entre ce qui intéresse d'un côté Schneider Electric et de l'autre côté des investisseurs qui vont se positionner dans le fond. Merci. Merci M. Perrier. Nous allons, je pense, commencer à répondre à ces questions et voir si nous en avons une autre série. Oui, si vous voulez. Mais c'est surtout la dernière question qui est spécifiquement orientée sur Schneider Electric. Je vais donc répondre à la dernière question. Le premier point, c'est que le conflit d'intérêts, il est plus compliqué que ça. Parce que quand nous, on va voir des PME en Afrique, ils sont très contents de venir nous voir, nous, spécifiquement par rapport à d'autres fonds, parce qu'on est Schneider Electric, et qu'on est en capacité de leur apporter des choses que d'autres sociétés, que d'autres investisseurs, qui sont des investisseurs financiers purs, ne peuvent pas leur apporter. Quand on investit dans une boîte, en général, on met derrière un accompagnement qui est fait par des salariés de Schneider Electric et qui ont des compétences techniques ou autres à apporter, une connaissance du business, une connaissance du monde de l'entreprise que vous ne trouverez pas forcément dans des fonds d'investissement purement financiers. Il y a un deuxième point qui est que ce n'est pas parce qu'il y a un retour pour chacun qu'il y a conflit d'intérêts. Vous avez évoqué les questions d'image. Je ne vois pas en quoi le fait que Schneider Electric puisse tirer un bénéfice d'image ou de qualité de ses relations salariales parce que c'est un projet fédérateur au sein de la société d'un investissement dans une PME en Afrique, en quoi est-ce que ça porte un conflit avec le développement de cette société. Donc il y a aussi des opérations où chacune des parties tire des avantages qui ne sont pas forcément conflictuels.
Après, la vie est compliquée. Après, la vie est compliquée et ça se joue pour beaucoup dans la qualité de la relation. Et donc, on met en place des mécanismes où nous nous réservons le droit de pouvoir sortir si l'entreprise dans laquelle on investit met notre propre image à risque. Parce que ce serait quand même très embêtant si un jour un journaliste venait en disant telle entreprise dans laquelle le fonds solidaire de Schneider Electric a investi fait travailler des enfants. Et dans lequel l'entreprise dans laquelle on investit se protège aussi par des systèmes de NDA ou de ce genre de choses. Mais je pense que si on veut avancer, à un moment ou à un autre, il faut accepter un peu la complexité de la vie. Je vais répondre un petit peu différemment. Il y a 10 ans, quand on a démarré, le monde de l'économie sociale, de l'investissement social, l'économie solidaire, association, ne voulait pas entendre parler des financiers, des investisseurs et des entreprises. Pour eux, c'était le diable. On a totalement changé d'environnement en 10 ans. Maintenant, il y a un continuum entre le monde associatif jusqu'aux grandes entreprises qui fait que tout le monde a compris qu'on avait besoin des uns et des autres. Et je pense qu'il y a un énorme intérêt à ces petites entreprises sociales à pouvoir travailler avec des grandes entreprises pour arriver à gagner de l'expertise et peut-être se développer et acquérir des compétences et métiers. On l'a très bien vu, nous, quand on a travaillé avec Schneider Electric, c'est pourquoi, parce qu'on recevait tellement de projets d'accès à l'électricité qu'on n'avait pas les équipes pour les traiter, qu'on s'est dit, on peut peut-être le faire avec eux, parce qu'eux ont certainement les compétences pour le faire. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, et peut-être que Pierre Carpentier rebondira, on est dans la laiterie du berger au Sénégal, avec Danone. C'est investisseur partenaire qui avait créé ce projet, qui est de créer une filière pour le lait localement au Sénégal. Ce qui est très, très intéressant, c'est que Danone est venu nous chercher. C'était pas IEP. Parce que Danone était rentré dedans, Danone Community, et Danone est venu nous voir. Il a dit, pourquoi vous venez nous voir? Vous avez IEP, vous avez nous. Et Danone, c'est très intéressant, en disant, nous sommes une grande entreprise, très verticalisée. Nous pensons que c'est très, très important de ce type de projet pour nous apprendre à mieux connaître l'Afrique et ensuite développer des stratégies en Afrique. On n'arrive pas à gérer cette petite entreprise tout seul. On a besoin de gens, d'équipes comme vous pour le faire. Et maintenant, Danone Société est rentré au capital de la laiterie du berger. C'est probablement qu'ils rachèteront la laiterie du berger. Donc je pense que c'est un continuum et que c'est nécessaire et que si on n'a pas ça, on n'arrivera pas à développer ces entreprises. Donc, et puis pour finir, Mohamed Younous s'est fait interpeller très violemment il y a 4 ans à Paris au Salon des entrepreneurs. Il y avait Mohamed Younous et Franck Ribou. Et tous les entrepreneurs sociaux hurlant, je dis du monde entier, c'est scandaleux ce que vous faites avec Ribou. Et il a laissé parler. Et puis il a dit, attendez, pour M. Ribou, c'est probablement du marketing. Mais pour moi aussi, c'est du marketing. Parce que si je ne suis pas avec lui tout le temps, les grandes entreprises mondiales ne seraient pas en train de venir me voir. Donc laissez-nous travailler ensemble. Il y a des conflits d'intérêts, apprenons à les gérer en étant les plus ouverts possibles et en essayant de répondre au problème qui est de répondre aux urgences sociales. Mais peut-être que Pierre a quelque chose à rajouter. Surtout, on a pratiquement fini. Surtout réduire les risques de conflits d'intérêts ou leurs effets. Peut-être une ou deux dernières questions. Une question là et une dernière question ici. Et moi, j'en poserai une au passage. Vous pouvez répondre tout à la fin. Ces entreprises que vous financez, comment deviennent-elles demain des champions économiques pour le continent africain? Oui, bonjour, je m'appelle Pres Janda, je suis président fondateur de la société Tamberma qui agit entre l'Afrique et l'Europe. Ce n'est pas de l'activité de ma société que je vais parler, mais plutôt de mon expérience parce que ça fait 10 ans que je travaille entre l'Afrique et l'Europe et en 10 ans j'ai travaillé aussi bien dans le domaine de l'informatique que maintenant dans le domaine de l'architecture et de la construction. Je voulais savoir concrètement comment ça se passe lorsqu'on travaille avec soit des start-up en Afrique, soit des entreprises qui étaient longtemps dans l'informel et qui veulent se formaliser et qui pour ça ont besoin de se faire accompagner. Vous travaillez dans ce domaine donc vous savez très bien comment la banque en Afrique réagit par rapport à une entreprise qui se crée. Vous en tant que fonds d'investissement, et j'ai entendu M. Carpentier parler de start-up, je m'en réjouis, comment ça se passe concrètement lorsqu'on veut, en tant que start-up, développer avec un fonds d'investissement? On prendra la dernière question et ensuite on aura les deux réponses aux deux dernières questions et éventuellement le passage au championnat des entreprises. Vivina.
Thank you. Vivina Berla, Saron Asset Management. I see that, je vois que c'est un très beau panel de fonds et de gestionnaires de fonds et d'entreprises. L'une de des questions dont on n'a pas traité dans notre panel, c'est la réalité de la valeur ajoutée par le fonds à l'entreprise. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner une idée? Lorsque vous investissez dans une entreprise, combien relève de la qualité de l'équipe de gestion de l'entreprise, donc qui permet de contribuer à la réussite, et quelle est la part de la valeur ajoutée à l'entreprise, que vous soyez une entreprise ou un fonds privé? Qui répond à la question, Barthout? Ça dépend. Non, je crois que si on voit aussi pour la partie informelle, on travaille avec une agriculture de café en RCA. C'est très petit. Les discussions qu'on a pour mettre les choses un peu plus en ordre, comme nous le disons, ça prend beaucoup de temps et c'est pas toujours efficace. Alors c'est un peu une bataille parfois. Finalement, on arrive, mais ça prend du temps. En anglais, peut-être OK. Je crois que ça dépend vraiment du taille de l'entreprise et c'est quoi la raison avec laquelle le promoteur vient chez nous pour la collaboration. Si c'est plutôt le financement direct avec une dette qui est juste dette et peut-être revenue share, mais pas plus. Ça peut être pour un projet dont ils ont toutes les choses déjà définies et c'est plutôt l'argent. Mais dans l'exemple de la clinique à Kinshasa, il y a beaucoup de choses que les docteurs ce sont 3 médecins. Ils ont leur clinique, ils font faire une autre parce qu'ils savent que le marché a besoin de plus de services médicaux. Mais ils ne savent pas vraiment comment le faire. Alors pour nous, ce qu'on a appris, c'est que la gestion d'un projet, ça prend plus de temps, il faut être plus dedans et ne laisser juste les médecins faire les choses. Alors là, il y a une gestion de projet, on a déjà restructuré, ça veut dire un terme plus longtemps pour la dette 2 fois. Et c'est parce que le projet prend plus de temps, même si nous sommes là pour la collaboration. Et puis on a l'assistance technique pour l'entraînement des nurses et d'autres gens, 5 autres sujets dont on a fait des efforts qu'on ne peut pas faire si on est juste le promoteur avec une clinique à ce côté. Merci, je vais répondre à la question, mais vraiment très rapidement sur les startups. Effectivement, je l'ai cité parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, d'être en capacité, nos investisseurs nous suivent là-dessus, de pouvoir continuer, parce que historiquement, IEP a toujours beaucoup financé de startups. C'est plus compliqué, on est dans un métier où on dit beaucoup plus souvent non que oui, malheureusement. Et donc, en particulier, sur les projets de startups, il y a beaucoup de sollicitations et assez peu de dossiers que l'on fait. Mais une bonne qualité évidemment de projet et d'entrepreneurs, c'est le tandem qui compte. Ensuite, nous permet la plupart du temps de dépasser éventuellement des contraintes réglementaires, voire des situations parfois complexes au démarrage de sociétés à formaliser. Ça nous est arrivé de faire le chemin ensemble avec l'entrepreneur pour aller au bout du projet d'investissement quand il nous motivait. Voilà. Et puis sur la valeur ajoutée, j'aurais juste répondre quand même en disant, écoutez, c'est évidemment difficile pour nous de répondre. Un entrepreneur pourrait mieux répondre et on n'en a pas de notre portefeuille ici malheureusement. Ça aurait été avec plaisir. Peut-être tu pourrais répondre. Mais juste un élément que je regretterais pas dire, c'est que nous, au-delà de l'accompagnement et manifestement, la plupart du temps, ça se passe bien. On a évidemment le sentiment de faire le job pour lequel, en tout cas, on leur a proposé. D'abord, dire aussi que les termes de la relation évoluent beaucoup, parce qu'ils ont de plus en plus le choix, et je trouve qu'il y a une maturité aujourd'hui des entrepreneurs dans leur discussion avec nous, avec les investisseurs, qui est de plus en plus élevée, et je trouve qu'aujourd'hui ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils peuvent avoir, et ils savent très bien pourquoi ils viennent nous chercher, et parfois ils ont le choix, donc je trouve ça très bien.
Et puis nous on essaie d'aller un petit peu plus loin en se disant mais finalement un autre élément que l'on peut apporter, c'est d'organiser cette communauté d'entrepreneurs. Et donc un autre élément de valeur ajoutée sur lequel ils ont complètement adhéré, c'est de dire mais finalement on peut aussi vous mettre en réseau. Et donc IEP aujourd'hui avec les 40 entrepreneurs organise le réseau des partenaires d'IEP et avec un point de rencontre annuel en général à Paris et bientôt délocalisé en Afrique et sur lesquels on dialogue aussi avec eux et eux avec nous sur notre relation et ce qu'ils attendent de la relation avec l'investisseur. Et c'est assez fort pour nous en termes de progrès qu'on peut faire. Conclusive remarks, Maria Teresa? Oui, moi je suis très intéressée par la question de Vivina et aussi liée au conflit d'intérêts par rapport à, disons, au rôle que les corporates peuvent jouer. Le point de vue d'un gérant des fonds, c'est que si je regarde dans les passés, il y a, je ne sais pas, 4-5 ans, on avait beaucoup d'envie d'avoir les corporates qui étaient engagés dans impact investing. On avait de temps en temps la fondation des corporates qui venait chez nous. Et on n'était pas satisfait parce qu'on savait que c'était à part, c'était petit, c'était presque nice to have. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec les corporates et surtout dans les fonds thématiques où les corporates, ils ont beaucoup à rajouter parce qu'ils sont des experts du secteur. Par exemple, Schneider Electric dans l'électricité, ça peut être dans l'assurance. Je trouve qu'on a enfin ce qu'on a vraiment rêvé pour des années. Mais je suis d'accord que ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que les conflits d'intérêts sortent tout de suite, de façon assez importante, et il faut les gérer. Et donc, quelque part, c'est une grande opportunité, selon moi, mais ça c'est combiné clairement avec des grands challenges que je trouve c'est un peu, comment on dit, on n'a pas vraiment toutes les réponses. Et c'est clair aussi, c'est très exclusif. Si tu fais l'assurance, c'est les corporates. Tu ne peux pas avoir l'assurance Climate Insurance Fund avec 3 reinsurers. Non, ils vont se battre tout de suite. Donc, en effet, mais je pense que c'est un bon problème à voir parce qu'enfin, maintenant, c'est l'engagement est mainstream. C'est plus la fondation, la petite activité à côté qui n'est pas, disons, vraiment mainstream dans les corporates même. Je peux me permettre une remarque personnelle. Effectivement, on est en train de gérer la complexité. Je crois que c'est l'expérience humaine. Mais finalement, ces conflits d'intérêts n'ont rien de spécifique ni à l'Afrique, ni à l'impact investment. Pour ceux d'entre nous qui ont connu le métier du private equity depuis une vingtaine d'années, les corporate funds existent dans le reste du private equity mainstream. Donc on a les mêmes problématiques. Peut-être une remarque conclusive. Olivier, Christophe, Olivier. Moi, il y a une question sur comment accélérer et comment faire des champions de demain. Je pense que pour faire des champions de demain, il faut beaucoup plus de fonds d'impact investment en Afrique, comme dans d'autres régions du monde, pour accompagner tous ces entrepreneurs qui ont besoin de capitaux, mais qui ont surtout besoin de soutien pour les aider à se développer. Et s'il y a beaucoup plus d'acteurs, mécaniquement, ça se développera et on verra petit à petit les entreprises grossir et les fonds aller vers des tailles plus importantes. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis, en Europe, avec le private equity dans les années 70. Les premiers fonds de LBO en Europe, c'est que 1987, tout le monde oublie. Donc je crois qu'on est exactement dans ce même situation. Et plus il y aura d'acteurs, plus il y aura d'investisseurs, plus vous avez la chance d'avoir demain des champions. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit, extraordinaire chance d'avoir les grandes entreprises qui s'y intéressent, parce que ça peut être un relais fantastique d'accélération. Peut-être pour finir, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Olivier. Je rajouterais quand même que même s'il y a de très nombreux fonds d'impact, il faut aussi que l'environnement juridique, politique et les infrastructures soient au rendez-vous parce qu'il y a des choses qu'aucun fonds d'investissement ne peut faire. Merci madame, merci messieurs et merci à l'assistance pour les questions.